parce que l'homme québécois est humilié, il a honte, il est dans une posture d'évitement et il y a énormément de difficultés à se faire entendre, que ce soit pour le travail, où le travail est dominé par les Anglais, dans la politique où il y a de la difficulté à se faire entendre, où il est très peu éduqué, puis il n'y a pas beaucoup de réussite dans le vrai monde. C'est sûr qu'il vit un monde plus intéressant, il peut ramener des choses de l'extérieur, les ramener à la maison, puis il va avoir une certaine reconnaissance. Il y a forcément plus de liberté. On est dans un patriarcat, mais on est quand même dans des hommes qui sont complexés, quand même beaucoup, et qui sont dans l'évitement et qui ont de la difficulté à gérer les conflits. Et c'est pour ça que je disais que sociologiquement, c'est comme si on avait stagné à un âge de la parole qui a échoué, entre autres avec la rébellion des Patriotes, entre autres avec la prise en main de notre destin collectif de 80 et de 95 qui ont été des échecs. C'est que l'homme a de la difficulté à s'affirmer, à parler et à entrer en conflit, un conflit qui est productif, un conflit qui va... Mais un conflit qu'il est convaincu de perdre. Oui, puis l'affaire, c'est qu'il va, même avec nos meilleurs représentants, ça va être des vire-capots, c'est ça que j'explique dans mon livre, une attitude de type clivage. Puis c'est des grands hommes, là, OK? Mais même des Lucien Bouchard, des René Lévesque, des Jacques Parizeau, des Louis-Joseph Papineau, ils vont combattre une cause, puis quand ils voient qu'ils sont en train d'échouer, ils vont virer leur capot de bord, puis ils vont dire... Finalement, vaut mieux s'adapter. Finalement, vaut mieux collaborer avec le pouvoir dominant en place. Finalement... c'est le beau risque de René Lévesque. Exactement. Le beau risque de René Lévesque d'être dans la fédération. Puis finalement, Lucien Bouchard qui fait... Ben regarde, j'ai tout donné. Après moi, le déluge. Puis moi, j'ai fait ma job. Mais là, si ça n'a pas marché, ben on n'est pas dû pour que ça marche. Il y a comme une espèce d'abandon d'une cause. Alors que moi... Je suis plus dans l'esprit de Falardeau qui dit des causes de liberté, d'indépendance, ça se fait sur des dizaines et des centaines d'années, parfois, dans l'histoire d'un peuple. T'sais. Mais moi, ça me fascinait l'attitude vire-capot, qui est propre beaucoup au clivage avec la conquête de 1760 et 1775, la tentative d'invasion des États-Unis. C'est que l'habitant, dans sa stratégie de survie, dit aux Canadiens anglais « Ah oui, on va peut-être rejoindre les Américains, mais dans le fond, on veut pas tant rejoindre les Américains parce qu'on est tanné de faire la guerre, puis on va rester dans le Canada anglais. » Puis pour une gang de loyalistes, c'est absolument inacceptable de parler des deux côtés de la bouche. C'est-à-dire de grappiller à gauche, du côté des Britanniques, puis d'aller consulter les Américains. Puis on fait encore ça, aller grappiller au fédéral, mais rester dans notre province. On vous menace qu'on va se séparer, puis finalement, on ne se sépare pas. On vous remenace qu'on va peut-être se séparer, finalement, on ne se sépare pas. C'est une attitude quasi sadomaso, et c'est ça dont j'ai qualifié, c'est l'espèce d'attitude vire-capot, qui est une stratégie de survie très... marchand à marchand, crosseur ennemi. C'est la stratégie de survie de l'Église après la conquête. Aussi. Qui va même transformer une défaite en victoire. Exact. Et moi, c'est digne des pires dictatures, là, quand tu y penses, de convaincre un peuple qu'une défaite est une victoire. Et ça, les ultramontains au 19e siècle, ils l'ont compris. L'espèce de destinée, le messianisme. Le messianisme. Cette idée que le peuple canadien-français est le peuple élu et que en fait la conquête est un bienfait et que maintenant on va pouvoir se développer entre nous et essayer on va pouvoir respecter la foi, la famille et le français. On va garder tout ça entre nous, mais c'est une bonne chose. Et mais c'est parce que l'état de désarroi dans lequel était le Québec après les rébellions des Patriotes, c'est épouvantable. Et en plus, ça coïncide avec un boom économique aux États-Unis. Et ici, en 1840, il y a environ 1 million de personnes au Canada français. Et entre 1840 et 1940, il y a 1 million de personnes qui ont émigré aux États-Unis. Ça veut dire que si on avait conservé tous ces migrants-là qui sont partis aux États-Unis et qui se sont pas mal assimilés, à quelques exceptions près, on serait le double de Québécois aujourd'hui. On serait peut-être un peuple de 15 millions de personnes. C'est une hémorragie, c'est une grande saignée absolument épouvantable. Mais les gens allaient là pour survivre parce qu'il n'y avait plus d'autre place. Et ensuite, on s'est dit, bon, on va aller coloniser le Nord.
coloniser le Nord, c'est pas le projet le plus enthousiaste qu'il n'y a pas avec les ambitions du curé Labelle qui dit on va aller coloniser le Nord, on va aller rejoindre l'Ouest et l'Est, puis on manquait de projets de société parce qu'on est... Et c'est là où ça a été le triomphe de l'Église, mais c'est parce qu'on savait plus où donner de la tête. Mais c'était la seule valeur refuge. Oui, la valeur refuge. C'est une valeur refuge parce que c'est la seule institution qui a toujours été là, même si elle a fait alliance avec les vainqueurs, elle a quand même toujours été là. Donc, c'est la seule valeur, c'est la seule entité à qui je peux me fier. Exact. Même si c'est des tuteurs légaux qui m'aiment pas tant que ça puis qui m'abusent de temps en temps, puis souvent, sont toujours là. Ils sont toujours là, puis ils disent toujours la même chose. Exact, ils sont cohérents, certaine stabilité. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Tu sais, un enfant qui se fait dire tout et son contraire, il va faire n'importe quoi. Un enfant avec qui tu es constamment, tu dis toujours la même chose, ben à un moment donné, ça va faire ses preuves. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'hésitez pas à vous procurer Soleil Natal. Alors, à une prochaine fois.